Eh bien, je vous propose effectivement d'attaquer. Hop. Eh bien, bienvenue à tous sur ces webinaires de d'Octopreneur. Moi, je suis Agathe Niqueux, cofondatrice du podcast d'Octopreneur avec Anne-Laure Giraudot, que vous voyez également sur les petites vignettes. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire et d'avoir parmi nous, il y a plusieurs inscrits qui sont médecins, on a des infirmiers également, on a aussi des acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat en santé. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, vous le savez, Doctopreneur, c'est le podcast des professionnels de santé qui veulent entreprendre et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat en santé. Avec Anne-Laure, quand on a fondé ce podcast, on a eu envie d'aller voir le professionnel de santé qui avait entrepris, ce qui est peut-être un petit peu moins banal, et de voir un petit peu quelles étaient ses inspirations, quels étaient ses parcours, ses retours d'expérience, et de l'interviewer au cours d'interviews qu'on sort une fois par semaine. Donc, soit les professionnels de santé, soit les membres de leurs écosystèmes. Et on est convaincu que le professionnel de santé a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans le monde de l'entrepreneuriat, avec ses idées, son expérience, sa notoriété. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un petit focus dans ce monde de l'entrepreneuriat sur la valorisation de la participation du professionnel de santé en start-up, dans une medtech. On a donc voulu plus précisément travailler sur une évaluation objective de la valeur du professionnel de santé. Comment faire pour valoriser sa participation en medtech? Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième événement qu'on fait sur ce sujet, puisqu'on a déjà fait ce sujet de la valorisation du professionnel de santé en septembre dernier. C'était notre premier événement présentiel de Doctopreneur. Et on a vu que c'était un sujet intéressant, sur lequel il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à réfléchir. Et c'est pour ça qu'on a voulu en faire participer un peu plus de monde à l'occasion de ce webinaire aujourd'hui, qu'on ne pourrait pas faire sans Alliance, qui est notre partenaire historique, même si on est encore tout jeune avec Doctopreneur. On remercie beaucoup Dieu Lamé d'être là et Morgane Amiche d'être notre partenaire sur ce nouvel événement. Et on va vous laisser la parole, Alliance, dès le début de ce webinaire. Et à l'occasion de ce webinaire, nous sommes aussi accompagnés par Anne-Laure, qui est donc cofondatrice du podcast et avocate en structuration, notamment pour les professionnels de santé, et Nathan Roy, qui est directeur stratégie et transactions chez NG Audit, qui va aussi nous donner pas mal d'aspects très, très concrets de la manière dont on peut valoriser la participation du professionnel de santé. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Giola et merci à Alliance voilà, de co-organiser avec nous ce webinaire. Alors, déjà, merci beaucoup, Agathe, Anne-Laure et Nathan. Hem, Merci, à Doctopreneur de nous inclure dans son écosystème. Voilà, nous, chez, Alliance, on a vraiment cette culture de l'accompagnement du professionnel de santé, que ce soit en termes, patrimonial ou vraiment protection sociale par rapport à son métier, à ses besoins qui sont bien spécifiques en termes de couverture, prévoyance et santé. Donc nous, on se revendique vraiment, heu, d'une proximité avec, les professions, médicales via notre partenariat avec UNIM, donc l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, qui est une association, donc confraternelle, fondée il y a plus d'une quarantaine d'années avec, comme, idée, comme, philosophie générale de proposer des offres, santé et prévoyance faites par et pour les professions médicales. Donc, voilà, on est ravis qu'Unim nous ait choisis comme, partenaire assurantiel pour, supporter du coup le coût assurantiel et on est également ravis de pouvoir du coup, déployer ces offres-là auprès, des, différents corps des professions médicales et et notamment, voilà, de prendre aussi, part à des choses qui sont un peu moins, entre guillemets «stricto sensu» assurantielles, comme par exemple la démarche de Doctopreneur qui est, très accordée à nos valeurs, chez Alliance. Voilà, donc merci encore, de nous avoir, comme partenaires. Merci beaucoup, Giola. Eh bien, sans plus tarder, mais juste avant de ne plus tarder, je voudrais quand même vous présenter une dernière personne qui est présente dans ce webinaire. C'est Caroline Quichot, qui est notre podcasteuse et qui est vraiment aux manettes pour toute l'organisation, le montage, les rendez-vous et tout ce gros travail qu'on a avec Doctopreneur sur le podcast.
Je rentre du coup cette fois vraiment sans plus tarder dans le vif du sujet avec, Anne-Laure, et Nathan, puisqu'on a plein de questions à vous poser sur, voilà, la valorisation, la participation et peut-être pour commencer par le commencement, parce que quand on n'est pas très familier, c'est important de savoir de quoi on parle. Anne-Laure, est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle quand on parle de valorisation, s'il te plaît? Oui, bonjour, bonjour Agathe, bonjour à tous. Donc quand on parle de valorisation, on est dans le cadre, de l'investissement qui a été fait ou va être fait par une personne, ici dans notre cas, un professionnel de santé qui va investir ou qui a investi dans une medtech et donc la question pour lui, c'est de savoir quel est le prix, réel de ce dans quoi il investit. C'est-à-dire que, quand vous démarrez une société, au départ, vous avez, vous mettez enfin, les actionnaires et les fondateurs mettent, autour de la table le montant de l'apport initial, qui est égal, souvent à ce qu'on décide d'apporter. Donc, le ratio est de 1 pour 1. Et puis au fur et à mesure, la medtech, va évoluer, elle va développer, se déployer, là où les technologies qu'elle aura décidé sur lesquelles elle aura décidé de se concentrer. Et donc au fur et à mesure de l'activité de la société, cette valorisation va grandir. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir, finalement, comment est-ce qu'on, au moment où on décide d'ouvrir le capital, c'est-à-dire qu'on propose, à un tiers ou et dans notre cas, un professionnel de santé de prendre une participation au capital, comment est-ce qu'on procède à cette valorisation? Comment est-ce qu'on détermine le prix, de marché de là ou des actions qu'il va souhaiter, acheter? Et donc, il y a un sujet sur la partie professionnelle de santé parce que si on est dans l'hypothèse où celui qui, fait cette acquisition, donc qui arrive au capital au cours de la vie de la société est un professionnel de santé, on va l'expliquer un peu plus en détail, après, mais aujourd'hui, c'est une valorisation qui est faite simplement sur des critères financiers et qui ne prend pas nécessairement en compte, tout l'environnement que le professionnel de santé peut apporter. Et donc, nous, notre questionnement, dans le cadre des transactions, qu'on accompagne aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer une grille, de critères objectifs, qui permettent de faciliter, la détermination de cette valorisation pour qu'il y ait une uniformisation, sur ce petit marché qui commence à bien grandir que sont, les prises de participation des professionnels de santé dans les medtech, pour fluidifier un peu ce qui se passe et que ce soit, fait de manière, plus, harmonisée. D'accord et si on rentre encore un peu plus dans le vif du sujet et de cette valorisation, qu'est-ce que c'est concrètement la prise de participation, par exemple, par rapport à un contrat de consulting qu'on retrouve souvent chez les médecins un peu experts? Là, dans l'hypothèse, qu'on a choisi, d'analyser, en fait, notre professionnel de santé, il est approché par la medtech. Alors, soit il a travaillé au début avec la medtech dans le cadre d'un contrat consulting, c'est-à-dire que la medtech avait besoin pour, mettre en place cette technologie, de compétences, scientifiques et techniques qu'ils ne possédaient pas en interne et donc en fait, ils sont allés chercher, le professionnel de santé pour aller acquérir cette compétence technique ou scientifique externe, à un coût, on va dire, limité, enfin c'est qui sera quand même certain, mais qui sera limité dans le sens où, on ira de manière ponctuelle et il ne fera pas forcément partie, des équipes, fondatrices, du projet. Et puis il peut se trouver qu'à un moment donné, au cours de l'évolution du projet, pour différentes raisons, la medtech se trouve dans une situation où en fait elle va proposer, aux professionnels de santé de devenir partie prenante, de la medtech en lui ouvrant le capital et en lui proposant d'acquérir des actions. Donc c'est-à-dire de devenir détenteur de titres qui représentent une quotité du capital de cette medtech. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être, même très intéressant, mais simplement et c'est tout notre sujet, c'est à combien, va être évaluée, cette entrée au capital et surtout, est-ce qu'on va prendre en considération un certain nombre, d'éléments, non financiers que peut apporter, ce professionnel de santé qui ne sera pas un investisseur comme les autres?
D'accord. Donc je suis professionnelle de santé, on se rapproche de moi, au cours, de la vie de la medtech, que ce soit, au début ou, à l'occasion du développement d'un produit ou voilà. Concrètement, qu'est-ce que je dois demander, si j'envisage une prise de participation? Alors, en fait, pour investir, dans une medtech, il faut savoir où on met les pieds. Donc il faut pas avoir, peur et c'est tout à fait normal de poser un certain nombre de questions. Alors si on souhaite pas les poser, soi-même, il faut se faire accompagner par, bah, des professionnels dont c'est le travail comme, nous, les avocats. Hem et en fait, il faut comprendre, l'environnement, sociétal dans lequel on arrive. Donc la première chose de base, c'est de récupérer, les statuts qui sont le socle, en fait, fondateur de la medtech. Donc ça, c'est l'élément, de départ, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut confirmer, c'est tout l'environnement contractuel autour de ces statuts. Donc est-ce qu'il existe, ou pas un pacte, d'actionnaires qui vient compléter, ces statuts? Est-ce qu'il existe ou pas un pacte d'investissement qui peut graviter, si on est sur des structures complexes avec plusieurs sociétés, qui peut, graviter autour de la medtech? Est-ce qu'on a un règlement intérieur qui, organise, la vie, des actionnaires? Et vraiment donc déterminer tout le champ contractuel qui peut, accompagner les statuts. Au-delà des statuts, ce qu'on va nécessairement demander en plus et ça c'est, je laisserai, après, à Nathan le choix de enfin la possibilité d'élaborer là-dessus, mais ça va être aussi, de demander les comptes, sur les 3 derniers exercices sociaux, s'ils existent, pour comprendre, l'activité de la société. Et bien évidemment un cabis pour vérifier que l'intégralité des informations qui nous sont communiquées, à l'oral concordent en fait, entre tous les documents. Et au-delà de ça, donc au-delà de ces aspects, purement, documentaires, on va chercher un maximum d'informations sur, le contexte de cette ouverture de capital. C'est quel est l'environnement? Dans quel contexte ça s'inscrit? Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que, on vient chercher le professionnel de santé? Parce qu'en fait, tous ces éléments, non écrits, nous permettent de comprendre un peu l'environnement dans lequel on met les pieds et comment est-ce qu'on doit lire les documents qui nous sont soumis. Et encore une fois, ça formalise un peu, l'entrée en discussion entre la medtech et le professionnel de santé. Cela dit, ce sont des documents tout à fait, standards et la procédure dans laquelle ça s'inscrit est quelque chose d'assez classique, dans les ouvertures de capital, donc il faut absolument pas avoir peur de le faire. D'accord, donc je n'ai pas peur, je récupère ces différents éléments et je vais voir un commissaire aux apports, comme Nathan, qui va nous dire peut-être, à partir de ces documents et même de manière plus générale, comment est-ce qu'on peut tout simplement valoriser une société? Alors c'est vrai que, quand il y a l'approche de la valorisation qui est faite, il y a plusieurs façons de procéder. C'est vrai qu'historiquement, on peut avoir des approches très différenciées comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des approches qui sont faites vraiment sur l'historique avec, des belles méthodes, bien établies et bien rodées, mais quelque part, qui tiennent compte plutôt du passé, que, du futur et qui ne tiennent pas compte aussi du prix de marché. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a toujours cette réflexion, à poser sur la table, de se dire: «Oui d'accord, je pose une valorisation, mais c'est quoi un peu le prix de marché? C'est quoi la référence? Donc comment je fais pour approcher au plus près, un prix de marché?» Donc ça, c'est quand même, quelque chose qui est aujourd'hui possible et je vais y venir par la suite, mais c'est ce à quoi on aspire. Bien évidemment, il y a des professionnels qui sont agréés pour le faire, d'autres pas. Ça, c'est évident et les impacts, là où je veux quand même insister, c'est que les impacts sont extrêmement importants parce qu'il y a un impact, évidemment, sur, bah, la fiscalité parce que quand on sortira, à un moment donné, il y aura des plus-values potentielles et cetera. Donc il peut y avoir, entre guillemets, sur des commissariats aux apports, des impacts fiscaux à titre personnel importants, qu'il faut être en capacité d'approcher aussi. Mais derrière, il y a bien évidemment, le plus important, c'est-à-dire le quotidien. Je suis amené à travailler, donc c'est, ce que disait tout à l'heure Anne-Laure, où est-ce que je mets les pieds? Donc en termes de capital humain, d'investissement, de moyens tout simplement, et la santé financière, fait aussi partie,
à un moment donné de l'approche qui doit être réalisée, non seulement sur l'historique, mais aussi sur l'exercice en cours et sur le futur. Donc ça, il y a quand même, je pense aussi, vraiment des éléments à chercher et à creuser. On est, c'est quoi le projet? Je viens pour un projet. C'est quoi le projet existant? Qu'est-ce que moi je vais apporter? Et comment ça va éventuellement faire évoluer ce projet-là? Qu'est-ce que je vais apporter en plus? Qu'est-ce que je vais créer comme valeur au sein de la structure que je vais intégrer potentiellement? Donc ça, c'est une approche, on va dire, qui met les choses en perspective. C'est-à-dire qu'on part de l'historique et on se projette. Et à un moment donné, du coup, je vais quand même contribuer à créer de la valeur. Comment potentiellement je peux être rétribué pour ça? Euh, Évidemment, je veux dire, quand on parle d'approche différenciée, le vendeur qui peut céder une partie de son capital, lui, il peut des fois avoir une approche très simple, très triviale, on pourrait dire, qui est une approche patrimoniale, c'est-à-dire de ce que détient l'entreprise, qu'est-ce qu'elle détient comme brevet, comme machine, etc. Comment je valorise éventuellement une patientèle. Il y a des ratios là-dessus. L'administration fiscale les communique. Il y a des ratios de marché qui sont connus aussi. Donc là encore, c'est une approche qui peut être faite, mais là aussi, c'est une approche chiffrée à partir des bilans qui nécessite d'être revisitée. Pourquoi je dis une approche qui nécessite d'être visitée? Parce que des fois, il peut y avoir des plus-values, entre guillemets, latentes sur les actifs détenus qui nécessitent en fait d'être réactualisés. C'est-à-dire aujourd'hui, ben, j'ai peut-être valorisé au bilan une patientèle, mais qui a été valorisée à un instant T, il y a peut-être 10 ans. Mais aujourd'hui, le chiffre a largement évolué. Comment je dois réévaluer éventuellement cette patientèle? J'ai des actifs potentiellement. Ben voilà, sur le marché, je sais que, ben, je sais pas, ça peut être de l'immobilier aussi, ça peut être des machines, etc., ou même des brevets, d'autres choses. Ils sont inscrits pour une certaine valeur au bilan, mais je sais que potentiellement sur le marché, la valeur est différente. Donc c'est tenir compte en fait aussi de ces sujets-là qui sont quand même quelque part la valorisation patrimoniale, elle est vraiment constituée de l'actif bien établi, mais qui nécessite aussi d'être mise à jour et puis d'avoir cette approche, on va dire, tout simplement comptable, mais corrigée pour approcher ça, on va dire, de façon plus juste. Euh, Par rapport, à une approche aussi qui peut se faire financière et bancaire, c'est sûr que le banquier, lui, va chercher à comprendre en termes de flux de trésorerie, tout simplement comment ça va se payer, c'est-à-dire comment l'opération va se financer. Sachant que généralement, on va financer des opérations comme ça sur 7 ans. Donc à un moment donné, faut aussi que sur cette approche-là, eh bien, en termes de flux financiers, on anticipe les choses et quelque part démontrer la faisabilité et la cohérence des hypothèses posées. Donc on voit qu'il y a quand même tout un tas d'approches très différentes qui nécessairement doivent être croisées. Mais ça, c'est des approches traditionnelles qu'on a l'habitude d'évoquer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même aller plus loin, c'est-à-dire que la medtech ne fait pas exception. Il faut avoir une approche aussi avec des comparables, c'est-à-dire des entreprises similaires, des pairs, à un moment donné, qui vont aussi communiquer sur leur valorisation, leur santé financière, leurs projections. Et ça permet d'approcher cela de façon aussi plus juste, parce que c'est le marché, c'est mon marché. En fait, très clairement, quand on va prendre des multiples de valorisation qu'on va multiplier par rapport à l'EBITDA, qui est un agrégat qui fait souvent référence dans la valorisation, eh bien, le multiple qui va être retenu va dépendre à un moment donné du marché. C'est-à-dire, est-ce que je suis sur un marché mature, donc avec des perspectives de croissance faibles, ou au contraire, est-ce que je suis sur un marché dynamique, avec des perspectives de développement importantes qui vont amener justement à avoir des multiples de valorisation beaucoup plus importants. Et de quel marché je me rapproche? Comment justement je détermine cela? Comment je le rapporte aussi à mon entreprise? C'est-à-dire que je ne peux pas me comparer à un groupe coté parce que je n'ai pas la même liquidité des titres, je n'ai pas non plus les mêmes effets de structure. Donc, c'est comment je vais décoter ce multiple-là avec une analyse qualitative selon bah, la qualité du management, la taille de la société, tout un tas d'aspects, l'exposition tout simplement sur les facteurs, on pourrait dire juridiques, enfin tout un tas de sujets qui convient de prendre en compte justement pour approcher cette valorisation, mais d'un aspect aussi qualitatif. Donc ça, c'est extrêmement important de se poser toutes ces questions-là
On parle aussi des fois de qualité, de réputation. Enfin, à un moment donné, c'est comment je suis perçu, à un moment donné, par mes patients, par mes clients, et quel impact ça peut avoir, bien évidemment, sur les perspectives que l'entreprise veut se donner. Donc il y a cette approche-là qui est une approche de marché, il y a une approche aussi transactionnelle, c'est-à-dire sur ce marché-là, potentiellement, il y a déjà des transactions qui ont été enregistrées. Si oui, à quel niveau? Donc là aussi, ça donne des données très concrètes sur un historique récent et ça permet justement de dire, bah non, à un moment donné, on sait que sur ce marché-là, ça se vend sur telle fourchette de valorisation, tel multiple d'EBITDA. Donc ça, c'est aussi une approche, je trouve, qui est importante parce que c'est pas seulement qu'est-ce que mon entreprise vaut quand je projette les flux futurs de trésorerie ou etc. Tout un tas de méthodes. Mais non, c'est sur le marché, voilà comment elle est appréhendée et quel prix potentiellement on peut m'en donner. Et puis, donc il y a cette fameuse valorisation donc de l'actif net comptable corrigé, où là, pour le coup, on va avoir une approche patrimoniale croisée avec une réévaluation des actifs de la société. Donc, en fait, quand on superpose un petit peu ces différentes méthodes, il n'y en a pas une qui doit prendre le pas sur l'autre, mais les différentes méthodes doivent être regardées de près et adaptées aussi à la situation. Tu vois, moi, enfin, dans le domaine médical, récemment, on a été sollicité sur une évaluation et typiquement, les méthodes n'étaient pas toutes opérantes. Et l'approche qui avait été faite à l'origine par le groupe était une approche plutôt d'acheter sur la base des fonds propres et de la trésorerie nette. Bah, à un moment donné, c'est quelque chose qui doit être reconstitué, réactualisé. Et vous voyez qu'en fait, là, c'était une approche très patrimoniale et très simpliste, mais qui là, était adapté à la situation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de choisir la bonne méthode ou les bonnes méthodes qui vont être adaptées à la situation et adaptées aussi au segment, parce qu'il y a bien évidemment des sous-segments, etc., qui nécessitent d'être approchés au plus près. Donc, il n'y a pas une vérité absolue. Par contre, il faut être ouvert et aller plus loin que les approches traditionnelles, historiques, peut-être des fois très comptables ou trop comptables, et qui prennent pas assez en compte en fait tout un tas de facteurs qualitatifs, tout un tas de facteurs liés au marché, aux perspectives. Voilà un petit peu ce sur quoi je voulais insister. D'accord, bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Nathan. Donc, on comprend qu'effectivement, on va pas forcément s'arrêter à la valorisation financière. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment, quels critères on pourrait identifier pour les professionnels de santé. Anne-Laure, Nathan, je crois que vous en avez identifié quelques-uns. Est-ce que vous pourriez nous donner vraiment très concrètement des critères sur lesquels les professionnels pourraient se fonder pour valoriser leur participation? Oui, bah, alors par les transactions qu'on accompagne, on se rend compte qu'il y a des critères qui doivent être pris en compte. Par exemple, en fonction du type, de medtech dans lequel, on va investir, ce qui peut être un élément clé, c'est, l'élément de la distribution. C'est-à-dire que le produit est intéressant, mais ensuite pour pouvoir le vendre sur le marché, il va falloir, avoir accès à des points de vente. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est, le réseau avec lequel le professionnel de santé, arrive. Et donc ça doit quand même être pris en compte parce que non seulement on va chercher l'expertise technique et la réassurance, scientifique, mais en plus, on compte sur, l'ouverture et le fait que, ce professionnel de santé va être en capacité d'ouvrir des portes. Autre exemple, si on est sur, des compétences techniques de niche, et ben là, c'est en fait, plutôt ce qui va être mis en avant, le fait que, la rareté du profil de professionnel de santé qui peut exister sur le marché. Et donc ça, c'est un critère qui ne peut pas être négligé parce que, la personne arrive, avec un background qui est, finalement, très rare sur le marché. Autre exemple, ça peut être, le fait que, la medtech ne dispose pas forcément de l'infrastructure pour, faire, certains tests ou autres et le professionnel de santé, lui, elle a cette capacité par rapport au matériel dont il dispose, dans ses locaux de faire ce genre de test. Si on va chercher une qualification de dispositif médical sur une technologie, il va nécessairement falloir avoir, dans son comité scientifique, un professionnel de santé, justifiant d'un diplôme et donc quand on va chercher le professionnel de santé, ce qu'on va chercher au-delà, de la personne en tant que telle, c'est le diplôme qu'il a pour pouvoir accéder à ce titre de dispositif médical. Et
Et comme ça, en fait, tout un tas de critères qu'on aimerait, en fait, étayer aujourd'hui. Hem, la difficulté étant, que la plupart de ces, transactions, en fait, sont confidentielles et c'est pas forcément des informations qu'on peut retrouver de manière publique. Et donc c'était aussi pour ça qu'on voulait commencer, à organiser des brainstorming pour pouvoir dégager, ce type de critères de manière objective et les mettre à disposition des gens qui sont intéressés par, ce type de transaction pour arriver, à homogénéiser, la manière dont les négociations se font. Je ne sais pas si tu veux compléter sur ces critères, là plus, particulièrement, Nathan? Non, bah, c'est vrai que la partie hommes-clés, enfin, on le voit, certains établissements quand même font aussi leur réputation avec les hommes-clés qu'ils intègrent, hein. Mmh. Donc c'est sûr que là-dessus, c'est comment je le monétise, qu'est-ce que je vais apporter? Et puis en fait, financièrement, bah, clairement, ça va apporter du chiffre, de la rentabilité à l'établissement, une certaine notoriété qui attireront sans doute d'autres talents aussi. Donc cet aspect-là, nécessairement, il doit être pris en compte. L'approcher n'est pas si évident que ça. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir, aussi des hypothèses de sortie. C'est-à-dire je rentre, à quel niveau? Et potentiellement à quel moment je peux sortir et sur la base de quelle valorisation? Mmh. Alors sans écrire forcément la valorisation de sortie, il peut y avoir quand même des méthodologies, déjà posées, c'est-à-dire, un prix entre guillemets «déterminable». Pas déterminé, mais bien déterminable. Et ça quand même quelque part, ça peut aussi, moi je pense, établir le deal quoi. C'est un peu le principe quoi. Mmh. Donc, bon je pense que c'est intéressant d'avoir cette approche-là, qui est le mariage, mais éventuellement la séparation future quoi, ou la sortie, dit autrement. Ouais, complètement et ça va être aussi, le travail, alors, plutôt enfin, toujours à 4 mains avec Nathan. Nous, d'anticiper ces points-là, dans la rédaction des pactes, d'arriver à poser ces sujets, qui peuvent être, un peu déstabilisants au moment où on investit parce qu'on pense pas au moment où on va sortir. Mais, au moins pour que les discussions, aient lieu à l'instant où l'enjeu est assez limité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher, donc finalement les discussions vont être plutôt, pacifiées et peut-être plus objectives. Et l'objectif étant, non pas de pouvoir, tacler, toutes les situations, de fait qui pourraient arriver dans le futur, parce que malheureusement, la vie a plus d'imagination que nous, mais au moins d'avoir des grilles de lecture en cas de situation, pré-contentieuse ou conflictuelle pour pouvoir arriver à pacifier, l'échange et arriver à ce que tout le monde puisse repartir, sous les meilleurs auspices et éviter, des divorces judiciaires. Et justement, alors on voit, on a identifié déjà un certain nombre de critères. On voit qu'on ouvre une grande porte à la communauté d'octopreneurs sur, tous ces critères qui peuvent être encore travaillés et valorisés, avec vous, peut-être à l'occasion de prochains événements. Et vous en avez un petit peu parlé, Anne-Laure et Nathan. Il y a un certain nombre d'aspects qui doivent être surveillés, comment on se retire, comment on anticipe tout ça. Est-ce que tu veux rajouter peut-être, Anne-Laure, quelque chose, sur ce point, sur, des outils qu'on peut mettre en place dans le contrat, dans les pactes pour, Bah, alors pas anticiper forcément ces ouais. choses-là? Peut-être, bon, sur les ou on pourrait faire un webinaire entier, hein, sur les outils à mettre dans les pactes, mais peut-être un réflexe à avoir, par rapport à tout ce qu'on a déroulé là sur la dernière demi-heure. C'est qu'en fait, là où enfin, ce qui devient très intéressant, c'est le temps qu'on va prendre avant, l'entrée au capital dans la société pour faire ce qu'on appelle la due diligence. C'est-à-dire, se poser les bonnes questions, sur, faire, l'état de l'existant et ce que disait tout à l'heure, Nathan, comment on se projette, dans le futur. Et ça, ce travail de due diligence où on va demander de la communication, d'éléments, à la fois contractuels, juridiques, mais aussi processuels pour comprendre un peu comment fonctionne l'entreprise. Est-ce que, c'est en adéquation avec ses valeurs? Est-ce qu'on va arriver à trouver sa place? Est-ce que, le mindset fait que l'intégration va pas être très compliquée par la suite, que, finalement tout le monde est aligné sur la vision et la mission, de la medtech. Bah, en fait, ce temps-là permet, d'évaluer, les travaux à faire, dans la maison, dans laquelle on vous propose, de prendre une part, et d'évaluer le montant des travaux à faire, après, l'acquisition.
Et ça c'est quand même alors ça paraît souvent, inutile parce qu'on se dit: «Ah mais ils sont sympas, voilà, bon tout a l'air à peu près OK, on y va» et en fait, en fonction du montant qu'on va prendre derrière, ça peut être un vrai cauchemar. Hem et on peut avoir fait, le travail d'écriture des pactes, mais si on ne s'est pas posé les bonnes questions au début, c'est-à-dire est-ce qu'on est aligné sur le projet? On peut avoir tous les plus beaux pactes du monde, si en fait la cohésion elle ne prend pas et que qu'il y a pas d'entente derrière, bah, ça peut être compliqué et c'est pour ça que ce travail de due diligence il est hyper important. Alors là, tu parles à l'instant de valeurs. Il y a un dernier sujet qui intéresse, je pense, de plus en plus, la communauté qui entreprend, c'est, les critères ESG, l'environnement, social, gouvernance. Peut-être Nathan, tu peux nous en dire quelques mots, pour Ah, terminer? c'est vrai que ce sont des critères qui sont de plus en plus importants parce qu'aujourd'hui, il y a une exigence quand même, qui, ne fait que monter, sur cette partie-là et aujourd'hui, une entreprise qui a pas entrepris du tout de démarche sur le sujet, bah, nécessairement va être obligée d'y passer. C'est des fois des investissements lourds, qui sont pas toujours, rentables, hein, faut dire ce qui est. Mais dans cette approche-là, c'est sûr qu'une entreprise qui aura déjà fait le nécessaire, doit être, quelque part valorisé, différemment d'une entreprise qui n'aurait pas du tout, initié, la moindre démarche et on commence à prendre en compte, bien évidemment ces facteurs-là. Donc, là encore, j'encourage vraiment, bah, de toute façon les personnes qui se pencheraient sur le sujet, à se poser ces questions-là sur les différents volets. Ça passe, bah, si je veux donner quelques exemples concrets, par, les gaz à effet de serre, scope 1, scope 2, scope 3, et cetera. Donc il y a quand même, à un moment donné, c'est déjà, est-ce que j'ai un rapport? Est-ce que j'ai des objectifs en la matière? Est-ce que j'ai quantifié déjà un peu les choses? Ou est-ce que vraiment je pars d'une feuille blanche, quoi? Auquel cas, bah, il faudra l'intégrer et il y a aussi une question d'attractivité, une question aussi de qu'est-ce que je vais mettre en place, combien ça va coûter, et cetera. Quel est l'investissement que je vais y consacrer? Et puis ça permet même, en termes de management, on aborde la partie sociale. Enfin, je veux dire, quand on parle, de management, bah, quand on approche ces sujets-là, c'est aussi révélateur de la politique d'entreprise, hein. Donc ça permet aussi de savoir où on met les pieds, en termes de management. Donc je pense que c'est important de s'y intéresser. C'est vrai que le gouvernement Barnier a mis les choses un petit peu en pause, sur les directives européennes, notamment CSRD, qui devaient s'appliquer notamment aux PME, en 2028 et aux grands groupes déjà dès maintenant. Cela dit, c'est quand même des directives européennes. Pas dit qu'on arrive tout à fait, à «endiguer» entre guillemets, le sens de l'histoire sur le sujet. Donc, enfin, pour moi, ça ne fait que repousser l'échéance éventuellement de 1 ou 2 ans, mais c'est forcément quelque chose qui sera sur la table et la contrainte sera là. Donc plutôt que d'être dans la contrainte, autant l'anticiper et le prendre sous l'aspect positif des choses, c'est-à-dire, bah, déjà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux faire demain? Comment je matérialise ce qui est déjà fait? Parce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place dans les entreprises, mais qui sont pas souvent formalisées ou en tout cas identifiées. Donc, voilà, il y a tout un travail sur le sujet déjà, un rapport d'étonnement, on pourrait dire et puis Mmh. après des choses à bâtir sur cette stratégie ESG. Merci. Oui, effectivement, ce n'est pas du tout anodin, et pas un critère, du tout anodin. Et ben, écoutez, merci beaucoup. On voit qu'il y a finalement beaucoup de choses à penser quand on parle de valorisation et en même temps plein d'outils à disposition. Peut-être que nos participants, on arrive à la fin de ce webinaire, ont des questions avant qu'on clôture ce webinaire sur la valorisation du professionnel de santé. Alors, pas particulièrement, il me semble. Je vérifie si on a accès, hop, à tous les chats. Et ben, écoutez, sauf si vous avez peut-être un mot de la fin, on ouvre en fait on plante une petite graine avec ce webinaire, pour vous dire à vous, professionnels de santé, que, c'est important d'y penser, c'est important de se pencher sur le sujet et en fait, ça nous ouvre pas mal de possibilités, pas mal de débats et d'échanges futurs, on en est certain. Alors s'il n'y a pas de questions, il ne Bah, reste merci, plus ah Ah, si, je je crois crois, j'ai qu'Amar, vu, on peut ouais. pas vous parler. Non, effectivement, mais par chat, on peut vous lire, si vous
si vous souhaitez poser ou réagir. Mon micro est coupé. Ouais, effectivement, pour les participants, on n'a pas la possibilité de vous laisser parler, par, l'intermédiaire du micro, mais on peut vous lire et je lirai votre question si vous souhaitez, poser une question dans le chat. Nous sommes, suspendus à votre message. Hop, alors, voilà, votre question apparaît. Est-ce que les professionnels de la santé font de l'innovation? Ah ben, je vais peut-être laisser Anne-Laure répondre, mais effectivement, l'innovation, on en parle beaucoup dans Doctopreneur et dans les interviews qu'on a eu l'occasion de faire pendant cette dernière année. Anne-Laure, si tu veux parler un peu de l'innovation et des professionnels de santé. Ah, on t'entend plus. Pardon, j'avais coupé mon micro. Voilà. Oui, oui, énormément, les professionnels de santé sont très impliqués, dans les évolutions, récentes. Alors, soit parce que, ils vont développer, enfin parce que, ils sont confrontés à des problèmes, réels dans le cadre de leur pratique et sont des gens qui ont un côté un peu entrepreneurial et takers et donc qui vont développer une solution et ils vont se rendre compte qu'ils répondent à un besoin qui est beaucoup plus global que leur propre, difficulté propre et du coup, ils vont chercher à commercialiser, cette technologie. Soit à l'inverse, parce que, la technologie est développée, par un tiers et ils vont chercher, les professionnels de santé qui aujourd'hui, bah, en fait, on est dans une évolution de la pratique, classique où de travailler, du lundi au vendredi dans son cabinet, ça se fait toujours, mais on sent que, la génération qui arrive et puis peut-être la génération des quarantenaires est à la recherche un peu d'autre chose et donc cherche un peu à diversifier, la manière dont ils exercent et donc ils vont rejoindre cette medtech pour, apporter la connaissance, scientifique ou autre.